Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui est une vidéo sur la conférence que j'ai donnée pour le CIFEPCA 2020 à Bordeaux. Je fais cette vidéo parce que plusieurs personnes m'ont demandé le support de cette conférence et comme beaucoup de parties sont des extraits d'articles, je pense qu'il est mieux d'avoir des petits commentaires dessus. Donc je suis désolé, cette vidéo va être légèrement longue, c'était une conférence d'environ 3 quarts d'heure avec des questions derrière. Nous n'aurons pas la possibilité de faire les questions là, mais je vais donner mon adresse mail s'il y a certaines questions précises. Et j'espère que les informations délivrées ici vous intéresseront et vous permettront de comprendre un petit peu mieux le phénomène du syndrome douloureux régional complexe, qui était la thématique sur laquelle m'avait invité. Il y a cette première vidéo qui apporte certains aspects d'explication sur le diagnostic et la neurophysiologie. Puis il y a une deuxième vidéo qui va avec, qui était la deuxième conférence qui m'avait été demandée lors de ce même congrès sur des aspects plutôt thérapeutiques. Pour me présenter rapidement et présenter mes liens d'intérêt, je suis Thomas Zinski, je suis kinésithérapeute. J'interviens dans différents organismes de formation initiale et continue. Et il y a un lien d'intérêt particulier ou un biais que j'aimerais plutôt confesser, c'est que je suis plutôt matérialiste avec une formation plutôt orientée sur les neurosciences et l'aspect des psychocognitifs, des troubles douloureux. Donc ça peut un peu expliquer certaines prises de parti sur les articles que je propose ou ma vision de les lire et d'expliquer la physiopathologie de ce trouble-là. Je n'avais reçu aucun financement particulier en lien avec les données que j'ai exposées, et du coup il n'y a pas de corruption par rapport à des liens d'intérêt financiers. La présentation suivait un plan en 3 parties, l'histoire, la physiopathologie et le diagnostic. J'ai interverti pour la présentation vidéo ici en mettant histoire, diagnostic et physiopathologie, parce que je trouve ça plus cohérent en fin de compte. Là, je vais faire un bref rappel de l'histoire du syndrome douloureux régional complexe, en partant de l'aspect où il était décrit plutôt comme un réflexe et maintenant où on met un peu plus en avant des phénomènes centraux et de modifications potentiellement au niveau du cerveau. Quand nous regardons à l'histoire de ce syndrome-là, les premières séries de cas qui font rentrer le syndrome douloureux régional complexe dans l'histoire des sciences médicales sont les séries de cas rapportées par Sir Mitchell et quelques années auparavant peut-être Claude Bernard. Les cas rapportés par Sir Mitchell sont ceux qui servent en général pour introduire le syndrome parce que c'est lui qui a posé le terme de causalgia pour l'aspect de douleur résiduelle avec des lésions par arme à feu, qui étaient plutôt des douleurs en lien avec des lésions du système nerveux périphérique, chez les patients qui souffraient de ces lésions-là, on voyait apparaître un syndrome de causalgia, donc de douleur avec des fortes chaleurs au niveau du membre, une sensation de brûlure, et c'est pour ça que le terme a été proposé causalgia pour brûlure et douleur. Il se pourrait qu'il y ait des premiers cas un peu plus antérieurs encore qui auraient été décrits. Il y a certains articles qui font remonter les premiers cas par ceux décrits d'Ambroise Paré, qui rapporte aussi des patients avec ce type de douleur, avec de membres douloureux, chauds et gonflés, qui sont un peu plus débattus et moins retranscrits. Ce qui fait consensus, c'est de parler de causalgia pour les premières fois en 1860. Donc il y a environ 160 ans qu'on parle de cette pathologie. Et au début, c'était plutôt une pathologie en lien avec une lésion du système nerveux périphérique. Et au début du 19e, enfin du 20e siècle, en 1900, il y a des cas rapportés de personnes qui développent aussi ces syndromes douloureux, membres chauds, gonflés, sans qu'on mette en évidence de lésions nerveuses. Donc c'est là où on va apparaître des cas où on parlera des syndromes de Sudeck avec une mise en évidence d'atrophie osseuse à la radiographie. Donc c'est ce qu'on voit ici apparaître sur la main droite de la personne, où on voit qu'il y a une espèce de déminéralisation osseuse diffuse sur l'ensemble du membre, sans que chez cette personne, cliniquement, il y avait de signes de lésions nerveuses, donc ce qui va commencer à faire apparaître deux sous-types de syndrome douloureux, un avec lésions nerveuses, longtemps appelé les causalgias, et un sans ce phénomène de lésions nerveuses. Donc on parlera alors à ce moment-là d'atrophie réflexe osseuse, le syndrome de Sudeck, qui faisait suite à des inflammations ou des lésions des membres. On voyait apparaître ce genre de lésions-là. Ça, les premiers cas décrits en 1900.
Quelques années plus tard, après les premières descriptions de syndrome sans lésion nerveuse, on voit apparaître les travaux de Leriche qui mettent en avant l'aspect névrite sympathétique et la part importante jouée du système sympathétique périphérique dans les syndromes, dans ce syndrome-là de douleur régionale complexe qui ne portait pas encore ce nom à l'époque. Et les premiers cas rapportés par l'AH montraient qu'un traitement par destruction des fibres de nerfs sympathétiques permettait d'améliorer les patients. Donc c'était les premiers cas où on voyait que la lésion, enfin la sympathectomie périartérielle proposée par le RICH pouvait améliorer complètement certains patients atteints de ces syndromes douloureux avec des membres chauds et gonflés. Donc c'est une première piste qui met en avant un grand rôle du système nerveux sympathique plutôt, excusez-moi en français, dans ce syndrome. Une vingtaine d'années après les travaux de Leriche, il y a Evans qui propose un modèle qui est le modèle de dystrophie réflexe sympathique pour expliquer ce syndrome général de douleur et de chaleur du membre. Et encore une fois, des preuves qui vont dans le sens qu'il y a une forte implication du système sympathique, parce que dans la série de cas qu'il propose, en faisant des blocs nerveux du système sympathique, pour le membre, eh ben, on voyait une amélioration des symptômes chez les patients. Donc ces éléments faisaient penser que la principale cause physiopathologique de ce trouble douloureux, c'était des dérèglements du fonctionnement réflexe du système sympathique. Et on arrive à une première homogénéisation et on parle alors de syndrome de dystrophie réflexe sympathique pour englober à la fois les causalgias et les syndromes douloureux du syndrome de Sudeck qui n'avaient pas de lésions nerveuses. Vers la fin du XXe siècle, Bonica, qui est un chercheur éminent dans le domaine de la douleur, qui a participé à la fondation de l'IASP, propose le fait de dire qu'il y a différentes étapes dans ce syndrome de dystrophie réflexe sympathique et il met en avant 3 étapes. La première aiguë qui va donner l'idée d'un syndrome chaud initial avec l'apparition de chaleur, rougeur, gonflement, douleur diffuse sans qu'il y ait de signes radiographiques, ce qui était une distinction par rapport au syndrome de Sudeck que nous avons vu tout avant. Et ce syndrome-là apparaîtrait avec l'aspect de dystrophie où on commence à avoir une cyanose et une perte d'amplitude, alors qu'on n'aurait pas dans la première phase très algique, chaude. Et puis la dernière étape d'évolution du syndrome serait vers un moment où la douleur diminue, mais on voit apparaître l'atrophie osseuse qu'on aurait pu voir à la radio avec le syndrome de Sudeck et l'atrophie aussi des tendons, de la peau et du coup tous les tissus locaux qui ont perdu leur capacité trophique normale et qui pourraient causer l'enraidissement. Donc on voit apparaître il y a une cinquantaine d'années l'idée qu'il y a une progression potentielle et différentes étapes à passer dans le syndrome avec des prédominances de différents problèmes en fonction des périodes d'évolution du syndrome. Après la proposition de Bonica, en 1994, l'IASP a fait, lors de son congrès à Orlando, un groupe de travail qui a travaillé sur la définition de ce syndrome-là en proposition d'homogénéiser les choses. Donc nous sommes passés de la dystrophie réflexe ou l'algo-neurodystrophie à la proposition d'un syndrome douloureux régional complexe. C'était une proposition de Bonica. En disant qu'il fallait qu'il y ait 4 grandes caractéristiques pour diagnostiquer cette pathologie-là chez un patient. La première était d'avoir un traumatisme ou une nébulisation, donc il fallait qu'il y ait un événement indésirable, nuisible qui apparaisse, et que suite à cet événement-là, il y ait une douleur qui s'installe, une douleur qui soit continue et disproportionnée par rapport à la lésion. Ce sont en général des patients qui, après la fracture ou l'entorse, ont des fortes douleurs, des douleurs qui persistent et qui ne s'estompent pas naturellement, alors qu'en général, après le traumatisme, le repos fait que la douleur diminue rapidement. Et il faut aussi que ces douleurs s'accompagnent de changements sympathiques et qui expliquent pour partie l'aspect chaud et gonflé douloureux qu'on retrouve, ce qui rappelle en fait les prémices de la causalgia de Sir Mitchell avec cette douleur prédominante et cette chaleur. Donc il faut qu'on ait ces éléments-là, même si dans la définition en 1994, les changements sympathiques comprennent
soit le fait d'être très chaud, soit d'être très froid. Il faut qu'il y ait un changement de fonctionnement du système. C'est une caractéristique essentielle. Et surtout, il faut qu'il n'y ait pas d'autres diagnostics. Parce que on sait qu'après une lésion, on peut avoir un gonflement et un échauffement de la région lésée, donc des changements sympathiques, sans pour autant que ça devienne un syndrome douloureux régional complexe. Donc, à retenir que c'est plutôt un diagnostic d'exclusion, enfin par défaut, en disant que bah, j'ai exclu toutes les pathologies autres et ça persiste. J'ai pas de meilleure explication que de dire il y a ce syndrome-là qui est mis en place chez le patient suite à son traumatisme et qui est une forte douleur accompagnée de changements sympathiques. Les critères d'Orlando ont été modifiés un petit peu et la définition actuelle qui est proposée est celle qui a été faite par une task force de l'IASP à Budapest. C'est la définition contemporaine qui est encore valable de nos jours depuis une dizaine d'années, qui est de se dire que le syndrome douloureux régional complexe, c'est un syndrome, donc déjà c'est un ensemble de signes et symptômes, ce n'est pas une bactérie ou un événement en particulier, c'est un syndrome clinique, c'est un diagnostic clinique qui prédomine, qui se caractérise par une douleur régionale. Donc ce qui est important, c'est que ça va toucher toute la région de la lésion. Si vous avez une lésion au niveau du doigt, normalement, ça va irradier, probablement toucher toute la main, voire remonter jusqu'à l'avant-bras. Il y a des cas décrits sur une lésion qui est un syndrome qui reste au niveau du doigt, mais par rapport à la suite à une lésion au niveau de la phalange, quoi que ce soit, et là tout le doigt reste douloureux. Donc c'est vraiment la région de la lésion qui devient douloureuse, avec toujours cette notion d'une douleur continue, qu'elle soit provoquée ou spontanée, mais suite au traumatisme, la douleur ne s'estompe pas malgré la mise au repos ou autre. Il est important de dire que c'est disproportionné en intensité et en temps. La douleur perdure anormalement et est extrêmement intense. Nous en reparlerons, mais les douleurs intenses post-traumatismes sont un des facteurs prédictifs du risque de déclencher ce syndrome-là. Et encore une fois, il faut avoir en tête qu'on se place par rapport à une évolution habituelle et par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'autres diagnostics. Alors, justement, pour parler du diagnostic, là, nous allons faire une petite partie sur ces critères-là et comment diagnostiquer le syndrome douloureux régional complexe chez un patient. Pour inclure la présence d'un syndrome douloureux régional complexe chez un patient, les critères de Budapest se font en deux temps. En premier temps, on va regarder s'il y a bien cette notion de traumatisme et de douleur disproportionnée, comme nous avons dit tout à l'heure. Et puis nous allons regarder la présence de symptômes. Les symptômes ont été catégorisés en 4 types de symptômes différents. Les syndromes sensoriels, vasomoteurs, sudomoteurs et moteurs ou trophiques. Comme nous parlons de symptômes, c'est le patient qui doit rapporter à un moment ou à un autre un changement au niveau vasomoteur, l'impression que le membre a changé de température ou qu'il a gonflé pour les symptômes d'œdème et sudomoteur. Le patient peut aussi déclarer le fait que la main, le membre devienne particulièrement sec ou au contraire transpire beaucoup. Il peut aussi décrire des sensations sensorielles, d'avoir des troubles, il sent moins bien son membre, il a du mal à le repérer. Et il faut qu'il y ait au moins 3 des 4 symptômes au total, donc au moins un dans 3 catégories de symptômes. En plus de ce que rapporte le patient, il faut qu'à l'examen clinique, nous retrouvions au moins 2 signes dans ces 4 catégories aussi. Donc on a 4 catégories de signes, ce sont les mêmes, sensoriels, vasomoteur, sudomoteur et moteur. Et il faut qu'on retrouve à l'examen clinique au moins 2 de ces signes présents lorsque le patient consulte, que ce soit une mise en évidence réelle d'une allodynie ou d'un trouble sensoriel d'anesthésie, ou qu'on mette en évidence vraiment ce gonflement ou cette perte de mobilité qu'on arrive à mettre en évidence chez le patient. Donc pour qu'un patient soit diagnostiqué avec un SDAC, il faut qu'il y ait eu une douleur disproportionnée suite à un événement particulier, qu'il rapporte au moins 3 symptômes caractéristiques et qu'à l'examen on retrouve au moins 2 signes présents chez lui. Et encore une fois, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'autres diagnostics qui puissent mieux rendre compte de la condition chez le patient. Alors voici un petit tableau qui va vous permettre de rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont ces signes et symptômes.
Donc si on regarde rapidement au niveau sensoriel, les symptômes qu'on peut s'attendre à retrouver, c'est cette sensation de douleur, continuative de brûlure, quelque chose de disproportionné, ou aussi des anomalies sensorielles, souvent plus marquées en distal qu'en proximal. En général, la pathologie est souvent plus distale que proximale, même s'il y a des cas qui ont été décrits sur les articulations intermédiaires ou au niveau de la face. Et en signe, on aurait en signe sensoriel l'allodynie, l'hyperalgésie. Donc quand on vient toucher ou caresser le membre, le patient qui dit ça fait mal, alors que d'habitude la caresse ne fait pas mal. Ou quand on va tester le fait de le piquer ou de lui mettre du chaud, du froid, des douleurs très fortes. On va aussi avoir dans les troubles vasomoteurs cette sensation que le patient décrit, j'ai l'impression que mon membre est chaud, mon membre est particulièrement froid. Et nous, on peut regarder au thermomètre parce qu'on a des changements de température. On peut aussi regarder la couleur du membre. Est-ce que le membre est plus chaud rouge ou plutôt froid violacé, qui peuvent être des signes de troubles vasomoteurs chez le patient. Dans la catégorie sudomoteur, on retrouve la présence d'un œdème, que le patient décrive la sensation du membre gonflé, que nous puissions mettre en avant. Et dans les troubles moteurs, le fait que ce soit difficile, encore sudomoteur, des anomalies de transpiration dont nous parlions tout à l'heure. Et enfin, pour la quatrième partie des items qui nous servent au diagnostic, il y a les troubles moteurs et trophiques. En général, les patients décrivent le fait que le membre soit devenu raide, difficile à bouger. Nous, on peut vérifier cette perte d'amplitude en goniométrie. Et puis, on peut avoir d'autres choses comme les dystonies, les tremblements, les déficits de coordination qui sont très fréquents chez les patients. Donc, ils peuvent être des éléments moteurs de signes ou symptômes. Et puis, au niveau trophique, on peut aussi avoir des troubles sur les ongles, le fait d'avoir des changements au niveau de la peau qui est de moins bonne qualité, et dans les cas les plus avancés, l'ostéoporose, comme nous avions vu avec le syndrome de Sudeck au départ, et les radiographies. Ce sont des signes qui arrivent très tardivement, donc souvent on peut faire un diagnostic clinique précoce sans avoir besoin de passer par la radio ou la scintigraphie et attendre de voir ces changements chez le patient. Quand on regarde la qualité métrologique de ces critères-là de Budapest, donc la douleur disproportionnée suite d'un événement, les 3 symptômes et les 2 signes, sans autre modèle explicatif, la sensibilité est très bonne, la spécificité plutôt bonne. Donc ça donne un outil qui est intéressant pour inclure la présence d'une pathologie de type SDRC. Quand les études ont été faites, c'est surtout dépisté par rapport à d'autres types de douleurs qui peuvent donner ces symptômes-là, qui sont les douleurs neuropathiques diabétiques, qui peuvent mimer un peu ça, et on se rend compte qu'en utilisant les critères de Budapest, on est plutôt bon pour faire distinction entre neuropathie diabétique périphérique ou d'autres types de neuropathie chez les patients et un syndrome douloureux original complexe. L'inconvénient, c'est que nous manquons encore actuellement d'un modèle pathophysiologique complètement compris pour avoir un étalon or autre que le diagnostic et le diagnostic d'exclusion par rapport à d'autres pathologies. Donc une vérité de construit, on n'a pas encore de capacité de faire une vérité de critères très très bonne parce qu'on n'a pas d'étalon or pour dire ça c'est un syndrome, parce que la physiopathologie étant compliquée, on est un peu de difficulté pour ça. Il y a, avec l'introduction des critères de Budapest, une autre catégorie de syndrome douloureux original complexe. Donc il y a le type 1 où il n'y a pas de lésion neurologique avérée. Le type 2 où on retrouve une lésion neurologique avérée qui dégénère en SDRC. Et un SDRC où plutôt par défaut, parce que même si on n'a pas les 3 symptômes ou les 2 signes, malheureusement, on n'a rien de mieux pour expliquer les symptômes du patient que de dire qu'il développe un syndrome douloureux original complexe. Et les symptômes peuvent ne pas être présents au moment de la rencontre, mais ils peuvent être rapportés à distance par le patient en disant si j'ai bien eu ces choses-là, ça s'améliore. Mais surtout, on n'a pas d'autres modèles pour expliquer ça, donc c'est la troisième catégorie qui est un peu par défaut en disant il n'y a rien de mieux pour expliquer que le syndrome, même s'il est moins net et franc qu'il n'a pu être. En reprenant les critères diagnostiques, il y a un score de sévérité qui a été fait où on va coter de façon binaire la présence ou l'absence de symptômes ou de signes.
Donc les symptômes, ça va être l'allodynie, l'hyperpathie, les sensations de changement de température, de couleur, de transpiration, d'édème, ou la sensation d'avoir de l'enraidissement actif. Si le patient décrit ça, bah, on coche oui et on ajoute un point, et on fait la somme de ça, puis on va additionner à la présence de signes. Donc les signes, c'est de l'hyperpathie, donc des hyperdouleurs qu'on va avec un filament de von Frey ou un petit pic appuyé sur la zone douloureuse, l'allodynie, et encore une fois les mêmes signes mais qu'on objective avec l'examen clinique. Et si le signe est présent, bah, comme pour le symptôme, on coche oui, on ajoute un point, et ça nous fait un score global. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines données ont montré que le, le changement minimum détectable sur cette échelle-là est de 4,9, donc environ 5 points, ce qui signifie que pour considérer qu'un patient a un changement de la sévérité de son syndrome, eh ben, il faut qu'entre deux évaluations, il y ait 5 points qui aient changé, à la baisse pour dire que le syndrome s'améliore, à la hausse pour dire que le syndrome s'aggrave chez le patient. Parlant de diagnostic et de sévérité, nous avons aussi à penser le diagnostic différentiel chez les patients chez qui on suspecte un SDRC. Donc, vérifions d'abord la présence d'une infection, parce que l'infection va pouvoir donner des douleurs qui perdurent, qui vont pouvoir mimer le SDRC, surtout qu'il y aura aussi des changements sympathiques. Donc s'il y a un doute, parce qu'il y a eu un événement avec plaie ou un geste invasif, eh bien, il faut aller demander une formule sanguine pour vérifier les globules blancs. Il y a certaines pathologies rhumatismales qui peuvent aussi donner des gonflements d'articulation, des douleurs disproportionnées. Donc il faut encore une fois se baser sur la formule sanguine et aller voir s'il y a des marqueurs inflammatoires. Et puis il y a tout ce qui est fractures non consolidées, qui peuvent du coup laisser des douleurs qui persistent et qui pourraient faire penser à un SDRC. Donc là, il faut, dans le cas de doute, utiliser la radiographie aussi pour l'arthrose ou les ostéomyélites, les infections osseuses. La scintigraphie peut aussi aider dans la suspicion de polyarthrite, d'arthrose et d'ostéomyélite. Et l'IRM en cas de fracture, plutôt fracture de fatigue, qui pourrait être suspectée, ou dans certains cas où une ténosynovite particulièrement importante pourrait, au niveau de la main, donner des symptômes qui feraient penser à un SDRC et qui doivent être dépistés parce que ça demande une prise en charge particulière, différente du SDRC, avec une évolution générale, quand c'est pris en charge correctement, bien plus positive pour le patient. Je tenais à faire un point rapide aussi sur comment nous en sommes venus aux critères de Budapest. C'est les travaux d'Arden qui avaient montré que les patients avec un syndrome douloureux régional complexe pouvaient, semble-t-il, être catégorisés en 4 grands facteurs qui sont des facteurs plutôt sensoriels, donc le facteur 1 avec les hyperalgésies, l'allodynie, ou des facteurs plutôt de changement sympathique avec les changements de température ou de couleur du membre, un facteur 3 avec des patients qui avaient plus une prédominance de problèmes de gonflement et de transpiration, les sudomoteurs dont nous avons évoqué, et ceux avec plutôt des syndromes moteurs. Donc en fait, nous retrouvons avec ces 4 facteurs-là qui ont été décrits par analyse factorielle que on retrouve les 4 grands types de symptômes et de signes qu'on va évaluer chez le patient. Et ça, en fait, c'est venu des travaux d'Ardennes qui ont fait développer les critères de Budapest en se basant là-dessus. Il y a une question qui est importante d'avoir, c'est est-ce que les patients dans le syndrome vont avoir une évolution comme proposé Bonica en syndrome douloureux, chaud, puis dystrophique, puis atrophique. Et ça dépend les travaux. On ne retrouve pas forcément une bonne corrélation entre la durée du symptôme, enfin du syndrome plutôt, et le fait d'être en phase chaude ou en phase froide. Alors, on prendra ça avec des pincettes parce que souvent les études qui ont fait ça étaient avec des patients qui avaient des syndromes qui étaient déjà très vieux. Là, on voit des travaux où les patients ont des syndromes qui durent depuis plus de 2 ans, donc à modérer. Mais il semble quand même qu'il y ait un groupe de patients qui ont principalement des changements de chaleur et de couleur et de faiblesse avec des changements de Fanaire. D'autres qui ont des syndromes plutôt à prédominance douloureuse,
plutôt allodinique, mais peu de changements vasomoteurs, et un groupe 3 de patients qui a l'ensemble des syndromes exacerbés, enfin l'ensemble des composants du syndrome exacerbé. Donc, on n'est pas certain qu'il y ait vraiment une évolution systématique phase chaude vers phase froide, mais il est possible que certains patients aient un petit peu en permanence plus une prédominance vasomotrice, d'autres plus une prédominance de douleur, et d'autres qui ont une exacerbation globale de l'ensemble des signes et symptômes du syndrome. Nous retrouvons malgré tout sur des échelles de temps plus courtes certaines différences en montrant que les patients qui ont initialement un syndrome dominé par des troubles vasomoteurs de type chaud, gonflement, rougeur et douleur, ont plus tendance à évoluer sur 3 mois vers un syndrome froid, alors qu'il y a des patients qui ont un syndrome froid prédominant et qui restent froids. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que le syndrome, quand il est chaud, peut évoluer vers le froid, et quand il est froid, il est rare qu'il évolue vers le chaud. En résumé, si nous essayons de nous résumer le syndrome d'un point de vue du diagnostic clinique, le syndrome est un syndrome qui va amener des changements vasomoteurs, du gonflement, de la température, des changements de couleur, des modifications de la sudation, qui ne sont en général pas les premiers critères qu'on regarde, mais qui doivent être évalués, des perturbations motrices, la sensation de faiblesse, l'enraidissement, et des douleurs qui amènent une forte incapacité. C'est un syndrome qui est extrêmement incapacitant et douloureux. À noter que généralement, ce sont plutôt les extrémités qui sont lésées, les mains, les pieds, mais il y a des cas qui ont été décrits au niveau des genoux ou même au niveau du visage, pas mal de cas chez l'enfant. Il y a un cas assez amusant d'un enfant qui a développé un syndrome après une bataille de boules de neige, donc on fait attention à ça. Et selon les critères, il y a une dizaine de pourcents de patients qui ont toutes les caractéristiques d'un syndrome doulourogène complexe, sauf la présence de douleur. Donc il peut exister, semble-t-il, une sous-catégorie de patients qui, après le traumatisme, voient des changements trophiques et pas une très très forte prédominance de douleur. Donc peut-être ce qu'on avait vu tout à l'heure, un syndrome 1, un groupe 1 de syndrome avec prédominance des vasomoteurs et pas forcément douloureuse. Donc ça serait plutôt une dizaine de pourcents des cas. On peut retrouver des patients avec des troubles vasomoteurs mais pas forcément beaucoup de douleur. Après avoir abordé l'histoire et le diagnostic, je vais aborder succinctement des éléments de physiologie. Je ne pourrais pas être complet parce que c'est très long et la physiopathologie est incomplètement comprise. Donc j'ai essayé de faire un morceau choisi d'éléments qui pouvaient être intéressants pour nous comprendre ce qui se passait chez le patient et peut-être envisager des pistes thérapeutiques. Le premier domaine des éléments de physiologie où il y a pas mal de données dans le syndrome de l'origine complexe, c'est les changements autonomes. On a vu que pendant longtemps, on a considéré que c'était une anomalie à prédominance d'altération du système nerveux autonome. Donc, je vais parler du système autonome et d'immunité parce qu'il y a un lien non négligeable entre les deux pour donner une partie des symptômes et des signes du syndrome. Si nous prenons le travail Knudsen qui a proposé une revue et une synthèse des éléments du syndrome d'origine complexe autour des altérations du système nerveux autonome, ce qui est mis en évidence, c'est qu'après une lésion du membre, on va avoir une inflammation locale. Cette inflammation locale va amener une hyperrégulation, une surrégulation de récepteurs adrénosensibles, donc des récepteurs adrénergiques, donc des récepteurs qui sont sensibles au fonctionnement du système nerveux autonome, au niveau des nocicepteurs et des kératinocytes. Ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que l'activité du système nerveux autonome, donc la sécrétion de noradrénaline, va interagir avec ces adrénorécepteurs et ce qui peut expliquer chez certains patients des changements au niveau de la peau et au niveau de la sensibilité nociceptive avec de l'hyperalgésie, de la douleur et de l'allodynie en réponse à l'activité du système nerveux autonome. En plus des changements locaux d'inflammation liés à la lésion, on va voir une perte de la densité des fibres nerveuses autonomes, des fibres nerveuses libres, les nocicepteurs,
Or, les nocicepteurs ont pour partie un rôle important dans le fonctionnement de la vascularisation périphérique. Donc, quand l'inflammation se met en place, elle altère le fonctionnement des fibres nerveuses libres en périphérie, ça va avoir une influence sur le fonctionnement des fibres endothéliales et donc va participer au gonflement et à une hypersensibilité après des vaisseaux périphériques. Tout ceci va donc amener à des changements locaux de la vascularisation et qui vont pouvoir en plus renforcer les changements de douleur que nous avons décrits tout à l'heure liés à l'hyperrégulation des récepteurs adrénergiques sur les nocicepteurs et les kératinocytes. La combinaison de tout ça, changements locaux, douleur, hyperalgésie, va pouvoir amener à des changements de dysfonctionnement du système nerveux central, donc par les phénomènes connus de sensation centrale, et on va voir apparaître donc des changements du système nerveux sensoriel, autonome, moteur, et puis après potentiellement des conséquences psychologiques derrière, d'anxiété et dépression, et des changements de fonctionnement du système de modulation de la douleur qui est déficitaire. Dernier point, on a aussi des changements immunitaires et on voit apparaître chez les patients atteints de ce syndrome-là la présence d'anticorps dirigés vers les récepteurs adrénergiques. Donc on va avoir un phénomène assez étrange où les nocicepteurs et certains kératinocytes vont développer des récepteurs adrénergiques et le système immunitaire va développer des anticorps contre ces récepteurs-là, ce qui peut expliquer les perte de densité de terminaison libre et les signes de vasodilatation, d'édème qu'on peut retrouver parce qu'il y a une réaction auto-immune qui se met en place principalement au niveau du membre douloureux et de façon générale cette réaction auto-immune va participer à une hyperactivité du système nerveux autonome avec augmentation de la fréquence cardiaque et des problèmes aussi viscéraux parce que tout le système se met en branle, les changements locaux vont avoir des répercussions à distance et l'interaction entre système nerveux autonome et système immunitaire ainsi que système nerveux nociceptif va amener à des changements sur l'ensemble de l'organisme avec des changements au niveau du système nerveux central, des changements du fonctionnement du système nerveux autonome. Donc c'est une pathologie qui commence en périphérie, souvent on considère, mais qui très rapidement va toucher l'ensemble de l'organisme. Ce que nous pouvons encore dire au niveau de l'inflammation du système nerveux autonome dans le SDRC, c'est qu'il ne semble pas avoir de couplage fort entre fibres sympathétiques et nocicepteurs, donc il n'y a pas forcément de connexion directe entre nocicepteurs et fibres nociceptives et fibres sympathétiques, même si on voit que les fibres nociceptives ont tendance à développer des récepteurs adrénergiques et être sensibles à l'activité du système autonome, il n'y a pas forcément de couplage entre les deux, et d'autant moins qu'on rentre dans les phases chroniques. Il y a évidemment des facteurs génétiques, mais qui sont encore très peu explorés et bien délimités, qui favoriseraient le développement du syndrome douloureux régional complexe. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'il y a chez les patients des marqueurs pro-inflammatoires élevés dans la circulation sanguine par rapport à des sujets sains. Donc probablement, comme on retrouve dans plusieurs cadres de douleurs chroniques, il y aurait un phénomène d'inflammation à bas bruit qui pourrait expliquer pourquoi ces patients développent une hyperactivité auto-immune, immunitaire et sympathique, parce que de base, leur système inflammatoire serait pré-mis en tension. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a vu qu'il y avait une phase chaude qui avait tendance à évoluer vers les phases froides, un sous-groupe du moins des patients qui ont tendance à évoluer comme ça, souvent on retrouve des marqueurs d'inflammation moins présents dans les cas chroniques. Et donc il y a un changement d'état qui apparaît et après le système nerveux ayant été sensibilisé reste sensible malgré la disparition de l'inflammation. Des données intéressantes par rapport à la réflexion sur la présence d'une inflammation à bas bruit. On sait que le microbiote intestinal a l'air d'être
très impliqué dans le fonctionnement immunitaire. Et il y a une étude, mais qui est intéressante, une étude qui montrait que les patients atteints d'un syndrome douloureux régional complexe avaient tendance à montrer, comme dans d'autres syndromes douloureux, une plus faible diversité du microbiote et un déséquilibre. Donc quand on regarde les patients, l'ensemble des patients SDRC, comparativement à des sujets contrôle, ben on voit la présence de bactéries, par exemple Comicrobia, qui à la base sont très peu présents chez les sujets sains, qui là sont surreprésentés, et avec aussi une diminution des firmicutes qui sont plus présents chez les sujets sains. Donc il semblerait que le syndrome d'origine complexe s'accompagne de changements du microbiote. On ne sait pas si c'est le syndrome qui développe ça ou si c'est les changements microbiens qui peuvent expliquer ça. Ce serait plus logique, je pense, de dire que les changements microbiotes sont un facteur de risque d'hyperinflammation à bas bruit et de développer le syndrome, mais ça restera à confirmer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, ils avaient séparé les patients avec un SDRC et des troubles gastro-intestinaux, ici présents dans la colonne 2, et sans troubles gastro-intestinaux dans la colonne 1. Il y a des petites différences entre les deux, mais on reste à constater que de façon globale, les patients avec ou sans syndrome gastro-intestinaux, en plus du SDRC, ont une flore microbienne différente des patients sains, enfin des sujets sains. Pour faire encore un petit point sur le syndrome chaud, enfin la phase chaude ou la période chaude ou le sous-groupe chaud, on ne sait pas encore bien forcément catégoriser ça. Ce qu'on retrouve quand le patient décrit des troubles vasomoteurs de type chaud, on voit que le système sympathique, pardon, a tendance à être inactivé. C'est probablement cette inactivation globale qui favorise le développement des adrénorécepteurs, parce que c'est pas régulé, donc les récepteurs et les kératinocytes font des adrénorécepteurs pour essayer d'être plus sensibles à une information qui devrait être présente et qui n'est plus présente. Et on retrouve aussi dans cette phase chaude l'aspect d'inflammation neurogène liée aux fibres nociceptives. Vous savez qu'il y a certaines fibres C, certaines fibres nociceptives qui ont une capacité peptidérgique, donc la capacité à sécréter des molécules qui sont pro-inflammatoires. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les changements du système nerveux nociceptif qui peut contribuer au phénomène inflammatoire et au syndrome chaud des patients. Quand les patients sont dans un syndrome plutôt froid, on trouve cette hypersensibilité aux neurotransmetteurs sympathétiques, ce qui fait que quand le système sympathique recommence à fonctionner, même s'il ne fonctionne pas de façon plus importante qu'à l'état de base, à l'état normal plutôt, comme les fibres en périphérie et les tissus en périphérie sont devenus plus sensibles, il y a une hyper-réaction de leur part, et ce qui fait qu'on a des phénomènes froids avec une vasoconstriction qui se met en place, l'hypoxie. L'inconvénient de l'hypoxie, c'est que ça va favoriser la libération de protons, et les protons, l'acidification du système a tendance à sensibiliser les nocicepteurs, ce qui va permettre de faire perdurer la douleur et les changements centraux qu'on retrouve chez les patients. En plus des changements immunitaires et système autonome, il y a des changements qui touchent le système nerveux périphérique et central. Nous les avons légèrement abordés. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail à présent. Nous l'avons dit, les patients ont des troubles de la sensibilité. Ça fait partie d'ailleurs des critères diagnostiques qu'il faut mettre en évidence, soit dans les symptômes de patients qui décrivent des pertes de sensibilité, soit à objectiver. Et ce que nous retrouvons, c'est en général un abaissement des seuils douloureux. Donc les patients sont plus douloureux, ils sont hyperalgiques. Et une augmentation des détections des seuils de sensibilité, mais abaissement des seuils douloureux. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez mettre du chaud, alors qu'un sujet normal à 35, 36, 37, 38 degrés va dire là je sens que ça devient chaud, mais ce n'est pas douloureux, et le patient atteint du SRC va dire non, je ne sens pas le changement de température, mais par contre, quand on va passer autour des 42, 44 peut-être, le patient va dire là, j'ai senti que c'était chaud, et puis tout de suite ça devient très rapidement douloureux. Alors que chez le sujet sain,
il y a la détection de l'augmentation de la température, puis c'est autour des 46 que le patient dit bah là ça commence à devenir douloureux. Il y a une plus grande plage entre les deux, alors que chez les patients SDRC, on ne retrouve pas ça. La plage entre la détection de la changement de température et la douleur est plus faible. Donc ça c'est un des signes qu'on retrouve fréquemment chez eux et qui pourrait être en lien avec dégénérescence des fibres nociceptives périphériques. Nous l'avons dit tout à l'heure aussi, il y a une sensibilisation de ces fibres-là, soit par l'inflammation qui est créée suite au traumatisme et l'activité des kératinocytes, soit aussi par l'inflammation neurogène dont nous avons parlé. En plus des changements périphériques qui peuvent expliquer une partie des signes et symptômes du syndrome, nous l'avons dit, quand le système nerveux nociceptif devient hyperactif, il y a un changement de fonctionnement du système nerveux central. Donc ce phénomène de sensibilisation centrale qui a été décrit par Latremobilière et Wolff par exemple, qui est de dire que les neurones au niveau de la corne dorsale deviennent hypersensibles et que cette hypersensibilité des neurones de la corne dorsale peut expliquer pour partie l'aspect de douleur diffuse qui devient non anatomique, donc l'aspect régional du syndrome, et l'hyperalgésie et l'allodynie. Ce qui semble confirmer la présence de ce phénomène-là, c'est que il a été possible de mettre en évidence une diminution de certaines douleurs et de la sensation centrale chez les patients dans des modèles où on utilise la kétamine, qui est un antagoniste NMDA, qui a tendance à diminuer ce phénomène de sensation centrale, et on voit que quand on diminue ça, on améliore les patients. Il y a aussi d'autres éléments qui font dire qu'il y a les changements centraux qui sont prédominants, c'est qu'on trouve une perte de cellules au niveau de la corne dorsale et une activation de la microglie des astrocytes. Nous savons que microglies et astrocytes sont importants pour le fonctionnement des synapses et que quand il y a une hyperactivité de ces cellules-là, en général, ça s'accompagne de sensations centrales et d'hyperactivité de douleurs prédominantes. Dans d'autres modèles, des études ont montré que diminuer cette hyperactivité de la microglie améliorait certains symptômes, ou du moins la prévention de l'activité de la microglie permettait d'améliorer certains syndromes douloureux. Ces phénomènes-là sont globaux dans l'ensemble du système, mais on les retrouve prédominants au niveau de la lésion. Si vous avez une lésion au niveau du membre supérieur, ça a plutôt des changements au niveau de la corne dorsale, cervicale et thoracique qu'au niveau lombaire. Parmi les changements centraux qui ont été mis en évidence et étudiés, mais qui sont maintenant controversés, il y a les changements de la représentation du membre au niveau cortical. Ce sont les premières études de Mainfort au début des années 2000 qui se basaient sur les travaux de Flore dans l'amputation, qui montraient une corrélation entre présence de douleur, intensité douloureuse et changement au niveau de la représentation cérébrale du corps douloureux. Là, c'était des études en magnétoencéphalographie, donc on venait stimuler l'auriculaire et le pouce. Du côté sain, on voyait l'activation d'une certaine surface, une certaine localisation de l'activité au niveau cérébral, alors que quand on stimulait le petit doigt et le pouce au niveau du membre douloureux, on voyait qu'il y a une plus petite représentation corticale et que cette représentation corticale était légèrement décalée par rapport à la représentation corticale de la main. Ça, c'est les premiers travaux qui faisaient penser qu'il y avait des changements, surtout que Mainfort mettait en évidence qu'un bloc anesthésique efficace améliorait cette représentation-là. Malgré cela, des données plus récentes mettent en évidence que la représentation du membre serait plutôt conservée. C'est des études de Mancini qui ont été faites avec des techniques d'IRM fonctionnelles avec couplage de phase, ce qui est une technique qui est bien plus précise pour déterminer les zones cérébrales activées lors d'une tâche. Et ce qui est mis en évidence, c'est que quand on regarde des sujets sains et quand on compare à des sujets contrôle, on ne voit pas de différence dans la taille de la représentation, que ce soit la localisation du membre douloureux. Donc là, on regarde des sujets sains par rapport à des SDRC gauche en bas et droit en haut, et on ne trouve pas d'altération dans la représentation du membre. Donc la théorie qui était de mettre en avant que le syndrome était entretenu par des changements à la représentation corticale du membre, qui était une théorie assez intéressante qui a permis le développement de certaines pistes de thérapeutiques qui semblent efficaces,
est à revoir. Probablement que les neurones qui sont chargés de traiter ces informations tactiles du membre sont toujours présents et fonctionnent, mais peut-être que leur fonctionnement est altéré et que le fonctionnement altéré, l'hypersensibilité du système nerveux central pourrait expliquer les changements vus en MEG au début des années 2000 qui sont pas forcément cohérents sur cet aspect de déplacement, la représentation du corps qu'on ne voit pas apparaître à l'IRM fonctionnel. Donc en se disant que la représentation, les aires qui sont dédiées à traiter l'information du membre provenant du membre douloureux fonctionnent et sont toujours au même endroit, mais peut-être que leur fonctionnement est altéré, et ce qui peut expliquer les premiers travaux en MEG. Ce qui conforte aussi cette idée-là que la représentation du corps ne serait pas la principale chose chez les patients, c'est les synthèses de Di Pietro qui mettaient en évidence qu'à l'IRM fonctionnel, grossièrement, les changements dans S1 ne sont pas très francs, c'est ce qui était confié par Mancini. Et il se pouvait qu'il y avait des changements au niveau du cortex moteur, mais encore une fois, cet aspect de localisation dans le cortex moteur ne serait pas très franc, mais ce serait plutôt des changements de fonctionnement de ces aires-là qui seraient intéressantes. Donc à se dire que les zones cérébrales qui sont en charge du traitement de l'information sensorielle qui vient du membre douloureux ou qui sont en charge de l'activité motrice du corps douloureux sont toujours les mêmes zones, mais que leur fonctionnement semble altéré avec une perte d'inhibition. On sait que normalement quand un neurone s'active, il a tendance à inhiber les voisins, et il semble que chez les patients avec 15-DRC, ce mécanisme d'inhibition est altéré. C'est pour ça qu'on parle de désinhibition. L'inhibition ne fonctionne plus, il y a une inhibition de l'inhibition. Donc d'hyperactivité qui serait engendrée par l'activité de ces neurones-là, ce qui peut expliquer les premiers changements vus il y a une vingtaine d'années. Pour essayer de résumer, la physiopathologie qui est fort complexe, les mécanismes possibles du syndrome douloureux complexe, c'est les changements nerveux, même s'il n'y a pas forcément de lésions avérées qui colleraient avec un syndrome régional de type 2, donc les anciennes causalgias. On retrouve de façon globale la diminution de fibres nociceptives dans les phases les plus chroniques, donc il y a eu une dégénérescence de ces choses-là. On retrouve des signes de sensation centrale et périphérique chez les patients qui doivent participer pour partie à certains syndromes. L'altération du fonctionnement du système nerveux autonome et l'interaction qu'il a avec les nocicepteurs participent, probablement plus dans certaines phases que dans d'autres. Et il y a cette inflammation très marquée en phase aiguë, puis on l'a vu présente à bas bruit chez tous les patients. Donc on se dit qu'il y a probablement aussi ce problème-là de fonctionnement inflammatoire et immunitaire qui joue chez les patients. Des changements cérébraux qui seraient plutôt des changements fonctionnels qu'anatomiques probablement. Et puis il y a des éléments génétiques, comme dans tout syndrome douloureux, qui peuvent être probablement joués, même si on ne sait pas bien les catégoriser à l'heure actuelle. Autre altération physiopathologique qu'on peut étudier chez ces patients-là, qui sont même emblématique chez les patients atteints du syndrome douloureux complexe, c'est l'atteinte de la représentation du corps, qui est quelque chose qui est très intéressant. Donc je vais essayer de donner quelques informations intéressantes qui peuvent guider certaines pratiques cliniques. Quand on interroge un patient atteint d'un SDRC, ce qu'on retrouve, c'est que la plupart d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, décrivent une sensation d'étrangeté du membre, souvent un rejet, quelque chose de très négatif avec le membre, ce qui peut se comprendre parce qu'il est douloureux, mais il y a aussi, au-delà de ce côté douloureux, beaucoup décrivent la sensation qu'il est mort, qu'il ne leur appartient plus, que c'est un poids, donc quelque chose de souvent très négatif. Et il y a aussi la difficulté à savoir où est ce membre, et quand on le stimule et que les yeux sont fermés, quand on vient toucher les doigts, les patients ont parfois du mal à dire est-ce que c'est l'index ou est-ce que c'est le majeur, ou même dans les cas les plus sévères, quand on touche le petit doigt, ils vont pouvoir dire je sens quelque chose au niveau de l'index. Donc vraiment des grandes difficultés à se représenter leur corps douloureux. En plus de difficultés à localiser une stimulation sur leur corps douloureux, comme nous avons vu avec l'aspect de toucher les doigts,
Les patients ont aussi, semble-t-il, un déficit d'interprétation des informations qui est qui est spatiotopique, dans le sens de dire que les informations, qu'elles soient visuelles ou tactiles, là j'ai repris des éléments tactiles, qui viennent de l'émission du membre douloureux sont en général moins bien traitées que celles qui viennent de l'émission sain. Là, comment ça a été fait? Quand on vient stimuler avec un vibreur ou toucher la main du sujet, il a plus de difficulté à sentir cette information-là quand l'information vient sur le membre douloureux. Si le membre douloureux est du côté de la douleur, donc si je stimule la main droite et que je laisse la main droite du sujet à droite, il aura des difficultés à sentir cette information-là, il aura besoin de plus de temps pour la ressentir, alors que si je mets la main droite à gauche, cela va s'améliorer. Donc, ce qui fait dire que, en plus de l'altération de la représentation du corps, il y a aussi une altération de la représentation des informations pour partie spatiotopique. Et j'avais des vidéos que j'ai montrées en conférence que je ne peux pas montrer là et laisser sur internet, mais d'un patient qui, lui, avait des syndromes assez intéressants dans sa progression, qui décrivait qu'il y avait tout un espèce de nuage dans l'espace où quand il passait son membre dans cette zone-là de l'espace, c'était douloureux, ça faisait toute une bulle du côté gauche, où quand il venait mettre la main dedans, ça faisait mal. Quand il était au-dessus de ce nuage, ça allait. Quand il passait dedans, il y avait des éclairs et ça lui faisait mal. Puis quand il redescendait, cela passait. On avait le même phénomène gauche-droite où il y avait un moment où quand il était suffisamment écarté, il n'avait plus cette sensation d'électrique et quand il revenait se rapprocher de la ligne médiane, de nouveau il avait ça. Donc c'est un cas particulier et intéressant, mais de se dire que le syndrome, même s'il se manifeste principalement par des choses trophiques, douloureux, moteurs en périphérie, il y a des changements centraux et il y a des changements très globaux de la représentation de l'espace qui jouent chez ces patients. J'aimerais pour finir aborder des éléments d'épidémiologie pour voir quels sont les facteurs pronostiques ou de prédicteurs de développement de ce syndrome-là pour donner une vision globale de ces choses-là et voir peut-être ce sur quoi nous pourrions agir pour diminuer l'incidence et favoriser l'évolution du syndrome. Première chose d'épidémiologie importante à retenir, c'est que c'est un syndrome qui est rare malgré tout, même s'il est emblématique et qu'il est intéressant d'en parler parce qu'il représente un cas caricatural de douleur chronique. C'est un syndrome rare qui touche environ 5 à 25 personnes pour 100 000 personnes années. Donc c'est quand même peu fréquent et la plupart d'entre nous n'en verront pas, sauf s'ils ont des cas, ils consultent en clinique spécialisée ou sinon vous verrez 1 ou 2 cas maximum dans la carrière. Souvent ce sont plus des femmes que des hommes et le plus souvent ça apparaît chez les sujets un peu plus âgés, vers les 60-70 ans, même s'il y a des cas rapportés pédiatriques qu'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est que les cas pédiatriques semblent évoluer très favorablement et plus facilement que les personnes plus âgées. L'un des principaux facteurs qui a été rapporté sur le risque de développer un syndrome douloureux régional complexe après un traumatisme, là c'est dans le cas de fractures du poignet qui sont les principales fractures qui donnent le syndrome douloureux régional complexe, surtout chez la femme âgée et légèrement ostéoporotique, c'est le fait d'avoir une forte douleur. Si suite au traumatisme, il y a de fortes douleurs et des douleurs qui ne passent pas dans la semaine, qui restent à 5, 6 sur 10 au moins, il y a une augmentation du risque de développer des douleurs. Et ce, indépendamment de facteurs psychologiques, comme certains pouvaient penser que c'était plutôt des facteurs psychologiques qui prédominaient, il semble que c'est vraiment cette intensité douloureuse, difficile à expliquer, parce qu'on sait que la douleur et l'intensité douloureuse est quelque chose d'extrêmement multifactoriel et influencé par beaucoup de choses, mais à noter qu'un patient suivant un traumatisme qui a de fortes douleurs et malgré l'immobilisation des fortes douleurs qui persistent est un patient qui est à risque et il faudra y songer très précocement à lui donner une médication adaptée et à le traiter au mieux pour un risque de syndrome douloureux régional complexe. Nous l'avons vu, ce sont principalement les femmes qui sont touchées et le fait d'être une femme est un facteur de risque.
encore une fois, une étude faite sur les fractures et plutôt fractures du poignet. Et après opération, ben, on voit que les femmes ont plus de risques de développer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aspect d'arthrite rhumatoïde, la séropositivité, et donc le fait que le système autonome soit déjà dysfonctionnel est un facteur de risque, donc ce qui est cohérent avec ce que nous avions vu dans la physiopathologie connue actuellement du syndrome. Il y a certaines fractures qui sont plus à risque, les fractures du poignet, et plus les fractures sont complexes, plus il y a de risques de développer un SDRC. Aussi, quand les patients ont déjà eu un SDRC, il y a un risque augmenté de développer un autre SDRC, probablement que le système, les patients ont déjà un facteur de risque, ils ont toujours les mêmes facteurs de risque, et le système a plus de facilité à redéclencher ça. Donc c'est intéressant à demander quand un patient a déjà eu une opération ou un traumatisme, est-ce qu'il avait déjà eu un SDRC, parce que ça augmente le risque, il faut du coup surveiller et éviter que le syndrome se déclenche et ne perdure de trop. Autre chose qui joue, les facteurs psychologiques, pas leur présence mais leur changement. Un patient qui est dépressif ou qui est anxieux ou qui est catastrophisant, avant le traumatisme ou avant l'opération et qui reste sur la même lignée, n'a pas plus de risques. Par contre, une personne qui à la base est peu anxieuse ou légèrement catastrophisante et qui, suite à ce traumatisme ou à cette opération, devient très très sensible, très anxieux et catastrophisant, ce changement-là est corrélé avec une plus grande sévérité et un plus grand risque de syndrome. Donc ce que nous retenons, c'est que c'est le changement d'état psychologique qui semble être important à diagnostiquer, pas simplement la présence d'un état à risque. Le SDRC est un syndrome qui est chronique, c'est un cas emblématique des syndromes douloureux chroniques. L'évolution en général rapportée est plutôt bonne sur 6 à 13 mois, donc la plupart des patients vont s'améliorer, même si ça prend du temps, le système va rentrer dans quelque chose de normal. Mais il y a quand même une part importante de patients qui restent avec des douleurs sur le long terme, 15 à 20% pardon, des personnes tendent à développer des formes très chroniques. On a vu certaines études avec des patients qui ont des syndromes qui durent 2, 5, 10 ans. Donc il y a un risque important. Et il semble que les patients qui sont spontanément plus de type froid, syndrome froid, et plus douloureux, ont plus de risques d'avoir un syndrome qui perdure. Donc à la limite, il vaut mieux avoir des forts changements autonomes et l'inflammation qu'on a vu au départ, parce que ça se résorbe et ça rentre plus facilement dans la norme, que avoir un syndrome qui est d'emblée froid et douloureux. Je vous remercie pour votre écoute. C'est une vidéo qui était un peu longue, j'en suis désolé, mais ça reprend les éléments de la présentation que j'ai dû faire pour ce congrès du CIFEPCA 2020. Il y a une vidéo associée sur des pistes thérapeutiques qui sont principalement celles de l'imagerie motrice progressive. Je suis désolé s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Sachez que la littérature est encore assez conflictuelle sur les éléments de physiopathologie. On ne comprend pas encore pleinement ce syndrome-là. J'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble de différents changements qu'on retrouvait chez les patients, avec aussi des éléments de prédiction pour qu'on puisse améliorer le dépistage précoce. Il semblerait que, comme dans beaucoup de pathologies, un dépistage précoce facilite l'évolution des patients. Donc, je pense qu'il est intéressant d'avoir ces choses-là en tête. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je suis potentiellement joignable par mail et sinon, j'espère que vous avez pu apprendre des choses et qu'on aura le plaisir de se croiser sur de futurs congrès. Merci beaucoup.